Bienvenue à cette nouvelle édition de Pour votre information. J'espère que sincèrement vous allez bien à la maison. Une très belle émission devant nous. J'adore nos invités. Jean-Michel Dufault, animateur, grand voyageur, auteur d'un livre d'ailleurs sur les voyages que vous allez découvrir un petit peu plus loin. Gabrielle Champagne, directrice générale de Déclic Action, organisme du territoire Lavallois que vous allez découvrir dans quelques instants. Aussi, on va jaser avec M. Réal Piédalu, qui est du collectif Éco-Récolte. Également, Sarah Maud pour la chronique photographie. Aussi, Nicolas Vincent Poirier pour les films à surveiller cet été. Mais tout d'abord, Isabelle Plante, notre esthéticienne, notre chroniqueuse, qui nous donne quelques suggestions pour avoir une belle peau cet été. Je vous souhaite une très belle émission. Évidemment, en ce printemps, le temps chaud revient, éventuellement l'été, même si on a peine à y croire avec la neige tombée ces dernières semaines, un printemps qui s'est fait aussi de manière quand même assez hâtive. Mais quand même, les conditions de la peau, toujours pertinent de l'accueillir aussi. C'est l'esthéticienne de l'année, puis en plus, elle est membre aussi de l'APCM. Non, en fait, c'est l'APSECT, l'Association des électrolystes et en soins esthétiques du Québec. Regarde, quand c'est l'association professionnelle, excusez. Quand c'est l'experte, regarde, je le dis. Isabelle Plante, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Content de te retrouver. Moi aussi, je suis contente d'être ici. Il y a différentes conditions de la peau. Oui. Établissons ça ensemble tout d'abord. Et avec le temps chaud, le danger, c'est la déshydratation. Absolument. Donc, on avait parlé à ma première chronique des types de peau. Donc, maintenant, on va parler des conditions. Donc, le type de peau, on sait que ça ne change plus à partir de l'âge adulte. Donc, on va rester pris avec notre type de peau jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, les conditions de peau peuvent changer. Évoluer. Évoluer, exactement. Donc, la première condition, comme tu le mentionnais, la déshydratation. On voit vraiment ça énormément en institut. Les peaux déshydratées, peu importe les types de peau. Donc, la déshydratation, en fait, c'est une perte d'eau de l'épiderme due au fait que les gens ne prennent pas assez soin de leur peau ou n'appliquent pas assez de crème hydrofuge ou filmogène à la surface de leur peau pour maintenir l'hydratation à l'intérieur des tissus épithéliales. Donc, même si on prend beaucoup de liquide, beaucoup d'eau, il n'y aura jamais assez d'eau pour être capable de pallier à la déshydratation de la peau, j'imagine. Là. Exactement. Bien, en fait, à la déshydratation de l'épiderme. De l'épiderme, oui. Exactement. Donc, l'épiderme, c'est vraiment la couche protectrice de notre corps. C'est elle qui va vraiment protéger contre tous les pathogènes environnementaux. Donc, le soleil. Le soleil, les radiations. Donc, c'est important vraiment d'appliquer des produits avec beaucoup d'hydratants, d'agents, de substances hydratantes pour justement hydrater. Donc, il faut vraiment hydrater par manière topique et non seulement que par la consommation d'eau, effectivement. Il y a la peau sensible, la peau mature, la peau à tendance acnéique, mais il y a quand même des causes qui peuvent mener donc à la déshydratation cutanée. Là. Exactement. Donc, la première cause, en fait, c'est probablement la consommation soit d'alcool ou de café. Aussi, encore une fois, manque de soins, comme je le mentionnais dès le début. Aussi, si vous êtes malade, donc si vous subissez une diarrhée ou des vomissements, ça va créer vraiment une déshydratation cutanée instantanée. Donc, il y a aussi d'autres facteurs, comme tu disais, le soleil, le vent, les activités sans protection solaire. Certains médicaments aussi qui peuvent mener à ça? Certains médicaments peuvent déshydrater la peau, absolument. Oui. OK. Il y a aussi toujours des catégories aussi de sensibilité là, cutanée, parce que, puis là, c'est des termes un peu plus... seul toi, c'est probablement l'expliquer, le vulgariser. Oui, en fait... l'érythème, l'érythrose. Oui. Explique-nous ce que c'est. Mon Dieu, tu t'es bien préparé, Alex, franchement. Merci à toi. Tu m'as aidé un petit peu là-dedans, là, quand même. Je n'ai pas tout le mérite, vraiment pas. Mais il y a le télangiectasie. Oui. En tout cas, explique-nous ça. OK, parfait. Alors, on va commencer par l'érythème. OK, on commence par l'érythème, la télangiectasie. Oui. L'érythème, parfait. Alors, l'érythème, en fait, c'est une rougeur qui est caractérisée par le fait qu'elle va apparaître, mais elle va disparaître. Donc, c'est vraiment une rougeur passagère. Donc, par exemple, vous manipulez votre peau, vous appliquez une crème, la rougeur s'installe, mais elle se dissipe après quelques minutes. Donc, vous êtes en présence d'érythème. L'érythrose. Oui, l'érythrose. Donc, l'érythrose, c'est une rougeur qui est permanente. Donc, vous êtes rouge en permanence. Donc, peu importe
vous manipulez votre peau ou non, vous allez avoir cette rougeur-là qui va être constamment là. OK. Et ça, est-ce que ça... Je fais juste une parenthèse. Est-ce que ça peut apparaître lorsqu'on vieillit ou c'est déjà d'emblée dans notre génétique lorsqu'on est? Très bonne observation. Oui, ça peut être dans notre génétique. Par exemple, notre mère, notre père souffrent d'érythrose. On peut souffrir d'érythrose dû au fait qu'on a les mêmes gènes que nos parents. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs aussi. Donc, quelqu'un qui prend énormément de soleil sans se protéger, sans mettre de crème aux 2 heures lorsqu'ils sont à l'extérieur, effectivement, l'érythrose peut s'installer, même si on n'a pas vraiment de prédisposition génétique. OK. Ouais. Et là, le télangiectasie, donc, ça s'effectue comment, finalement? En fait, la télangiectasie, c'est un petit vaisseau, un petit capillaire, un petit vaisseau veineux qui est dilaté en permanence. Donc, on peut le retrouver souvent au niveau des ailes du nez, au niveau des joues, peut-être même au menton, dans le front, mais c'est vraiment caractérisé par une petite veine rouge à la surface de la peau qu'on voit très bien et qui est toujours apparente. Apparente. Puis là, il y a la coupe rose également qui est... Est-ce que c'est un peu le même lien? En fait, la coupe rose, c'est un réseau de vaisseaux de capillaires qui est dilaté. Et ça peut être même accompagné d'érythrose ou non. Donc, voilà. Ouais. Et il faut toujours prendre en considération, je pense que, tu sais, quand on parle de la peau mature, qu'elle apparaît, qu'elle se forme de façon définitive, est-ce qu'on parle de la mi-vingtaine ou environ? Absolument. Donc, la modification génétique se fait à partir de 25 ans. Donc, elle se caractérise par l'apparition de petites ridules, de petites rides, aussi un manque de tonus musculaire, on manque aussi d'élasticité. Donc, la peau devient un peu plus ramollie. Donc, c'est vraiment un facteur aussi génétique. Il y a aussi, c'est chronologique et naturel. Donc, tout le monde va vieillir, malheureusement, on va tous y passer. Par contre, si on applique des soins quotidiens constants, on peut ralentir le processus de vieillissement prématuré de la peau. Alors, il y a des solutions. Des produits qui sont mis à notre disposition. Exactement, des massages, des modelages. Donc, on va faire des modelages tonifiantes, raffermissantes dans nos soins cutanés, dans les soins cabines, lorsqu'on fait des soins de peau, des faciales, qu'on appelle communément. Alors, on a des techniques, justement, pour aller contrer le vieillissement prématuré de la peau. Et j'imagine que le fait, parce qu'il y a eu une mode à une certaine époque d'aller se faire bronzer en cabine. Ça, il doit avoir eu tellement, vous devez tellement avoir de cas dans votre clinique de gens qui viennent à vous et que la peau a été vieillie de façon prématurée. Là. Absolument. Absolument. Je ne peux pas rien dire de plus parce que c'est exactement ça. Donc, on voit de moins en moins de cabines de bronzage et aussi maintenant, les gens doivent avoir 18 ans pour profiter de ce service-là. Mais c'est sûr que les gens qui vont dans les salons de bronzage n'appliquent pas de crème solaire en général parce qu'ils veulent avoir une pigmentation plus foncée, mais malheureusement, la pigmentation plus foncée veut dire que la peau elle a été endommagée. Donc, oui, le vieillissement prématuré est présent, c'est sûr et certain. Puis c'est pas naturel. C'est pas de la lumière naturelle. Donc, encore là, le soleil, c'est quand même de la lumière naturelle, en quelque sorte, là, on peut le dire. Là. Donc, c'est sûr que lorsqu'on va à l'extérieur, le soleil va nous procurer de la vitamine D. On a seulement besoin, toutefois, de 15 minutes de soleil naturel pour avoir l'apport de vitamine D nécessaire pour au quotidien. Okay. Donc, c'est pour cette raison que la crème solaire est vraiment de mise. Et aussi, la crème solaire, c'est surtout au niveau du visage. Donc, c'est sûr que vous pouvez en mettre au niveau des mains, mais la prise de soleil, 15 minutes, c'est amplement pour avoir notre apport de vitamine D. Toujours, je veux dire, on le rappelle très souvent, on le met à nos jeunes enfants, par exemple, un chapeau durant la période estivale, le temps doux qui est à nos portes, là, mais ça protège de façon supplémentaire. Là. Oui, exactement. Le chapeau va protéger, mais il faut absolument non négliger la crème solaire parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je me mets en dessous du parasol, donc je suis protégée », mais non, il y a encore des radiations autour de vous. Donc, c'est très important d'appliquer la crème solaire malgré tout. Puis, c'est pas tant d'avoir un 6 pouces d'épaisseur d'en face. Là, je veux dire, c'est pas la quantité, c'est vraiment juste de bien l'étendre, de bien la couvrir. C'est pas la quantité, c'est la qualité du produit. Aussi. La qualité aussi de la protection, aussi le FPS. Donc, je promouvois, je
Je peux Oui, dire, oui, ça se dit. Je promouvois le 30, FPS 30 et plus. Donc, mais c'est sûr qu'après 60, 70, bien là, on parle peut-être plus de zinc. Donc, les gens qui ont vraiment des problématiques au niveau du... On voit les Beach Boys avec du zinc, de la crème de zinc, c'est très, très blanc. Donc, ça, c'est sûr que c'est très protecteur, mais je ne suis pas certaine que si vous allez à un garden party ou un barbecue, que vous allez vouloir avoir la crème de zinc sur le nez. Mais au moins, si vous avez votre protection 30 ou 50 et vous pouvez appliquer votre maquillage par-dessus, vous allez être protégé. Maintenant, il y a même des poudres avec minéral, avec FPS 50. Donc, vous pouvez appliquer par-dessus votre maquillage. Alors, vous êtes protégé malgré tout et vous restez coquette. Bien, j'en ai aucun doute. Merci de m'aider à rester coquin et coquet. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve très bientôt. Parfait. C'est un animateur, un grand voyageur, aussi un adepte donc de photographie et d'art en général, et maintenant auteur, bien sûr, on le sait, de quelques volumes, dont Mon année à l'étranger. On lui parle tout de suite par le truchement de la technologie. C'est Jean-Michel Dufault, visage que vous connaissez bien. Salut Jean-Michel. Salut. Comment ça va? Ben ça va bien. Cette année de ces 2 ans bizarres, mais bon, je pense qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit, ça va mieux. Et on parle dans ce livre-là, Mon année à l'étranger, d'un voyage d'1 an que tu as fait. Puis pourquoi ce voyage d'1 an à la base? Est-ce que c'était pour se ressourcer, juste pour visiter le globe? Y avait-tu des motifs? Je pense qu'il y avait plusieurs motivations. À vrai dire, c'est aussi important de souligner que je l'ai fait dans un bon timing, juste avant la pandémie. C'est-à-dire que je suis parti à l'automne 2018, je suis revenu à l'automne 2019. On sait que c'était début janvier 2020 que le monde s'est écroulé. Je pense que c'était en lien avec le travail, la cinquantaine aussi, parce qu'à ce moment-là, j'avais 52. Donc, j'ai souvent dit la vingtaine, trentaine, quarantaine, pour moi, c'était rien, c'était facile, c'était des étapes faciles. On dirait que la cinquantaine, il y a comme un stigma autour du chiffre 50. Puis je pense qu'il y avait ça. C'est quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années. J'ai toujours aimé voyager, tu le sais, mais je me disais, j'aimerais ça me poser aussi. Pas juste voyager, être dans les valises, pas à l'hôtel. J'aimerais ça me poser, vivre à l'étranger 1 an. Donc, à un moment donné, j'ai pris mon courage à 2 mains et puis j'ai décidé de partir. Donc, il y avait des raisons personnelles, professionnelles et aussi un peu ralentir le temps. Je trouve qu'on est tellement dans une vie où tout va vite, 24/7, le téléphone, tout ça. J'avais le goût un peu de ralentir, Oui. Puis est-ce que, parce que là, c'est ça, de se poser, c'est le slow travel qu'on appelle. Oui, l'idée, c'était ça aussi. Peut-être aussi en lien avec mon âge. Là, j'ai moins d'énergie que j'avais à 20-30 ans où tu es tout le temps avec sac à dos, ça ne te dérange pas de toujours bouger. Mais finalement, il y a un danger, je pense à ça, c'est à être partout et nulle part un peu. Et puis, mon idée, même à l'origine, j'ai un petit peu changé de plan parce qu'à l'origine, j'aurais aimé peut-être faire 2 fois 6 mois. Un endroit 6 mois, un endroit 6 mois. Mais comme je raconte dans le livre, mon FOMO, mon fear of missing out, était quand même un peu présent. Donc, je voulais faire du slow travel, mais je ne voulais pas juste faire ça. Je voulais quand même pouvoir maximiser cette année que je prends à l'étranger, cette année où j'arrête tout. Donc, finalement, j'ai fait un peu, on peut dire, des 4 blocs de 3 mois approximativement, là, où je voulais vraiment suivre un peu les saisons puis me trouver dans 4 environnements différents. De peut-être plus parler des endroits où tu t'es posé, justement, le temps de quelques mois. Qu'as-tu découvert de toi? Parce que tu dis la cinquantaine, donc il y avait une sorte d'introspection, il y avait une sorte de façon d'être à la quête de soi aussi. Qu'as-tu trouvé de toi pendant ce pèlerinage-là de Compostelle à la... Tu sais, je le dis souvent, mais je suis un anxieux dans la vie. Je ne suis pas hyper doué pour le bonheur. Je considère que j'ai été assez gâté par la vie, puis pas particulièrement toujours heureux et hop la vie. Tu sais, je suis assez... pas assez dans le moment présent, trop penser à hier, trop penser à demain, un peu d'anxiété, comme je dis, puis surtout dans un milieu comme le nôtre, qui n'est pas toujours facile de pigiste, c'est pas toujours facile d'être très zen, d'être très détaché et tout ça. Je dis souvent qu'en voyage, que j'aime, je m'aime mieux en voyage parce que le voyage me force à être plus dans le moment présent. Je suis plus dans le moment présent en voyage, par la force des choses. Même en travaillant, on dirait que je suis plus dans le moment présent. On dirait que c'est quand je reviens à Montréal avec le travail, je sais pas, on dirait que c'est plus à Montréal que je trouve ça dur des fois de gérer tout. Et donc, cette année-là me permettait de peut-être me reconnecter avec mon petit moi, là, mon moi intérieur et de vivre plus de façon détachée, plus dans le moment présent.
Et pour ça, je pense que j'ai réussi. Puis je le dis même, j'en parle un petit peu dans mon livre. Je fais un petit peu d'eczéma, je fais un petit peu de psoriasis par moment. Puis pendant mon année d'étranger, tout ça est parti. Donc, il y avait aussi un lien physique et santé. Je parlais aussi de ma santé mentale. Ça a fait du bien aussi. Puis je pense qu'il y avait quand même aussi l'idée de partir pour mieux revenir aussi. J'étais dans des années un petit peu plus difficiles, peut-être, au niveau du travail. Et je pense que c'était ça l'idée aussi. Ouais. Ben, on le sent, là, tu te livres quand même de façon intime là, dans le livre. Et est-ce que ce livre-là, d'ailleurs, Mon année à l'étranger, est pour les voyageurs ou ceux qui rêvent de voyager? C'est-tu pour les deux ou Bonne question, mais je pense que c'est pour les deux. À vrai dire, je pense que c'est pour les trois. Même les gens qui ont peur de voyager, je pense que qui veulent pas voyager, je pense que par procuration, ils vont vivre l'expérience parce que c'est pas pour tout le monde. Puis ça, je respecte très bien ça. Puis, tu sais, il y a aussi la différence entre voyager et des vacances. Tu sais, des fois, tu veux juste aller en vacances, faire charger les batteries, aller quelque part. Je le fais aussi, puis ça, c'est le jour. Là, c'est voyager pendant un an, être challengé par moment par des environnements que je connais pas, puis changer les plans de match. Il y a des gens qui aiment pas vivre dans l'insécurité. Je pense que quand tu es voyageur, il faut que tu acceptes que des fois, les choses vont pas comme prévu, qu'il faut que tu sois flexible et que tu fais face à l'inconnu. Puis c'était ça quand même cette année-là, c'est faire face à l'inconnu. Et comme je dis, ça, c'est pas pour tout le monde. Mais je pense que je voulais quand même, c'est pour ça que dans le livre, c'est un genre d'hybride entre oui, je voulais que ce soit assez personnel, assez vrai. Je voulais raconter un peu mon cheminement, comment je me sentais là-bas, les bons coups et les moins bons coups, quand ça s'est bien passé, quand ça s'est moins bien passé. Donc, il y avait cette idée de récit personnel. Il y avait aussi l'idée quand même que je voulais partager mes coups de cœur, mes bonnes adresses, inspirer les gens. C'est-à-dire que quand les gens disent « Hey, ça me donne le goût d'aller au Vietnam, cette place-là, ça a l'air le fun », puis ils parlent de ce petit café-là ou ce restaurant-là ou cette activité-là, ben hey, je vais le noter, puis ça me donne le goût. Fait que je pense que je voulais inspirer, permettre aux gens de voyager par procuration, puis aussi livrer un peu de moi, peut-être un peu plus. En tout cas, c'est mon livre le plus personnel, ça, il n'y a aucun doute. Oui, et dans les destinations que tu nous proposes, il y a entre autres Chiang Mai en Thaïlande, Mazatlan au Mexique, Da Nang au Vietnam. C'est pas des villes nécessairement qui sont les métropoles auxquelles on est habitué, les mégalopoles aussi, dans certains pays que j'ai énumérés. Donc, pourquoi c'est important pour toi justement d'y aller avec un peu des villes de type B, là, un peu comme Montréal? Parce que quand tu compares Toronto à Montréal, on se comprend que Montréal est un peu le type B aussi, là. Oui. Bon point, c'est drôle. J'ai toujours aimé les villes B un peu, ou les villes B ou C. C'est parce que les villes A sont formidables, mais des fois, elles sont victimes de leur succès. C'est-à-dire que je dis toujours que si tu vas en Italie, en été, tu vas à Venise, pas à Florence, il y a trop de monde. Je m'excuse, mais la magie n'est plus là. Puis tu vas prendre un Aperol Spritz à Plaza San Marco, puis là, on va te le charger 18 €, puis on va pas être particulièrement gentil parce que le serveur sait que le lendemain, il y aura un autre autobus de touristes et que dans le fond, ça change rien. Ça change rien. Et ces villes où il y a moins de monde offrent souvent une authenticité. Ils sont contents de te voir parce qu'ils sont pas... Et l'équilibre aussi, c'est comme un fin équilibre d'environnement. C'est comme la nature aussi, c'est comme la pollution. Trop de touristes, ça pollue un environnement. Et j'aime ces villes qui sont des vraies villes. Et c'est pour ça que les 3 endroits que tu as nommés, c'est des villes. Parce que j'aime les villes. Elles sont pas trop grosses, elles sont quand même assez de taille humaine. Quoique Chiang Mai commence à être un peu gros, mais elles sont pas trop grosses et elles sont pas trop touristiques. Donc, je pense que l'expérience d'authenticité, puis c'est un mot qui est galvaudé, mais c'est vrai, pour moi, c'est vraiment important. Que tu sentes que tu peux t'initier dans la vie locale, que les gens sont contents de te voir, que le rapport qualité-prix n'est pas faussé par une trop forte demande. Donc, tout ça fait que pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Tu as fait le tour du monde. Il nous reste environ 2 minutes. Fait que tu as 2 minutes pour me dire quelle est ta ville favorite, pas nécessairement qui se retrouve dans ce livre-là, mais dans tous les endroits que tu as visités, pour le peuple, l'accueil, la chaleur humaine, la bouffe, la culture. Quelle est ta ville favorite? Il y a une ville où je me sens vraiment bien. J'en parle un petit peu d'ailleurs dans le livre parce que j'ai commencé là, mais très rapidement. C'est Turin, en Italie, qui justement est un bon exemple de ville B, mais qui gagne à être connue, qui a déjà été capitale dans le temps de la Haute-Savoie, dans la réunification de l'Italie. C'est une ville magique. Des fois, c'est des feelings aussi. Il y a des endroits où on se sent bien, puis on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais il y a tout aussi. Moi, Turin, j'adore parce que c'est l'Italie, l'art de vivre à l'italienne. Ils ont la trifecta, bon café, bon vin, bonne bouffe. C'est tout pour me rendre heureux. C'est une ville aussi, on dit Città Magica. C'est une ville magique avec beaucoup d'histoires à la Umberto Eco, à la Dan Brown, d'ésotérisme et tout ça. Il y a une énergie, je te dis, quand je suis là, je me sens bien, puis je ne peux pas expliquer, mais c'est une ville que j'adore et où j'ai hâte de retourner. Ça, c'est certain. Je prends mon passeport, j'achète mes billets, je m'en vais grâce à toi à Turin. Merci. Merci beaucoup, c'était très fun. Très fun, merci beaucoup. Alors, Mon année à l'étranger, Jean-Michel Dufault, c'est un livre qui est disponible un peu partout. Il était notre invité. Merci beaucoup à nouveau. Merci.
Évidemment, la pandémie qui aura été sur plusieurs fronts difficile pour nos organismes et c'est le cas aussi pour donc cet organisme Déclic Action. Mais ça semble prendre du mieux, donc on semble avoir un vent favorable. Je suis très content d'accueillir Gabrielle Champagne, qui en est la directrice générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Peut-être nous rappeler ce que c'est tout d'abord pour les gens qui nous écoutent, justement, qui auraient peut-être besoin des services de Déclic Action. Là. Ce que c'est Déclic Action, fond? Bien, Déclic Action, on est la seule ressource d'hébergement en dépendance sur le territoire de Laval, puis on est également un organisme communautaire autonome qui a comme mission sociale d'aider, d'accompagner les gens et leur entourage qui sont aux prises avec un problème de dépendance, soit lié à l'alcool, la drogue ou le jeu pathologique. Oui. Et là, je le disais, ça n'a pas été évident pour vous, la pandémie. Pour votre clientèle, certes, mais pour aussi l'organisme en soi. Est-ce que ça va mieux, justement, là, présentement? Bien, les choses commencent à se placer tranquillement, mais on a quand même beaucoup d'enjeux. C'est sûr que la pandémie, pour notre clientèle, ça a été quelque chose qui a été extrêmement difficile. Pour l'organisation aussi. On a dû réajuster nos opérations de toutes parts. Et puis là, on focus vraiment sur assurer la pérennité de l'organisation et de ses 38 lits. Parce que vous l'avez dit, vous êtes le seul organisme qui, sur le territoire lavallois, peut aider les gens en problème de toutes sortes de toxicomanie, par exemple, de dépendance, comme on le disait aussi. Est-ce que la clientèle a changé depuis la pandémie ou est-ce qu'il y a du moins eu des dépendances qui se sont ajoutées? Peut-être drogue, jeu ou sur différents champs de... Bien, en fait, ça n'a pas tant changé. Ça a été plus la demande qui a augmenté, puis l'offre de services qui a dû diminuer à cause des règles sanitaires auxquelles on a dû faire face. Donc, au lieu de mettre 2 personnes par chambre, on en a accueilli seulement une. Donc, on a dû refuser des gens au début de la pandémie. En fait, ce qui a mis beaucoup en lumière, c'est les gens qui ont vécu beaucoup de stress au début de la pandémie, qui ont été très à risque ou qui ont rechuté. Donc, qui ont fait appel à nos services. Et puis, par la suite, ça a été de s'assurer de maintenir ça compte tenu du stress qui n'a pas diminué rapidement. Là. Puis qui ne diminue pas toujours, là, présentement. Là, on est dans une explosion de cas au moment de faire l'entrevue. Là, donc, on est presque au retour zéro. Là, je ne veux pas dire ça, là, mais quand même, il y a cette réalité-là. Il y a plusieurs formes de thérapie chez vous. Si les gens qui nous regardent, j'imagine qu'on n'intervient pas de la même façon quand c'est du jeu pathologique que quand on a une dépendance, par exemple, aux drogues. Donc, il y a différentes façons d'intervenir. En fait, on a plusieurs programmes de services. Okay. On ne fait pas uniquement de la thérapie. On fait de l'aide et soutien à la désintoxication. Donc, c'est un temps d'arrêt où la personne reprend un peu le contrôle sur sa santé puis ses symptômes qu'elle vit de la dépendance. Ensuite de ça, on a un programme qui est de la thérapie avec hébergement. On a également de la réinsertion sociale pour les gens qui se retrouvent sans logement, qui sont à Vous les accompagnez. Oui, sans domicile fixe ou à risque d'itinérance très, très élevé. Et on a par la suite, quand ils quittent l'hébergement, un service en continu pour le service à l'externe en groupe et ou en individuel selon les besoins. Et on offre également un service pour les proches et l'entourage qui sont touchés également par la problématique puis qui vivent des conséquences de la dépendance. Je voulais qu'on l'aborde ça parce que c'est pas banal. Tu sais, le programme de soutien aux proches, est-ce que c'est à l'aide des personnes, exemple, qui vivent un peu les mêmes, exemple, les pères, les conjoints, conjointes, il y a un groupe et ça se consulte, ça se rencontre une fois par semaine, par exemple, un genre ce genre de rencontre-là, un peu comme le font les toxicomanes entre eux, on le fait entre eux avec pour comprendre un peu les réalités de chacun puis s'entraider à travers ça? Ou... Bien, effectivement, on fonctionne par des ateliers de groupe. On privilégie le groupe parce que ça permet de démystifier un peu la réalité que chacun vit en se disant qu'ils ne sont pas seuls à vivre puis les mêmes passages, je dirais, ou les mêmes difficultés. On offre également des rencontres individuelles aux besoins pour des gestions de crise ou aider à réintégrer le milieu quand la personne qui a des problèmes de dépendance quitte l'hébergement et retourne dans son milieu. Donc, pour préparer la famille, les conjoints, on fait des rencontres un peu de type familial, là, où, vraiment pour la préparation au retour. Puis soutenir également le proche qui vit des difficultés puis qui est un acteur super important dans le rétablissement de la personne qui vit des problèmes de dépendance. Et c'est comme... Est-ce qu'on peut faire l'image, c'est vous qui êtes l'experte, mais est-ce que dans un certain sens, il peut devenir le proche aidant
mais sur ce plan-là, pour la personne qui est affectée par un problème de dépendance, en quelque sorte, on peut faire le lien, quelqu'un qui est malade à l'hôpital, par exemple. Donc, c'est comme la même oui, puis on le voit pendant qu'ils sont en hébergement. Souvent, le proche a un rôle très important à jouer sur la continuité du résident pendant son temps d'hébergement. Est-ce qu'il va terminer son programme? Oui. Donc, il est un acteur très, très, très important. Puis, il soutient dans le rétablissement parce que c'est pas toutes les personnes qui vivent les mêmes phases. Il y en a qui sont au début de leur problème de dépendance. Il y en a d'autres, c'est beaucoup avec une plus grande chronicité. Donc, les conséquences sont pas les mêmes puis les besoins sont pas les mêmes. C'est ça, il y a du cas par cas qui se fait. Là, c'est sûr, vous l'avez dit, vous, c'est d'assurer la pérennité de votre organisme aussi à plus long terme, qui est une de vos, un de vos chevals de bataille au moment de se parler. Oui. On peut vous appuyer financièrement de quelle façon? Est-ce que vous avez des projets aussi, des campagnes de levée de fonds, finalement, pour supporter vos opérations dans les années à venir, les mois à venir, finalement? Bien, en fait, ça fait partie de notre plan d'action cette année de nous mettre de l'avant davantage à ce niveau-là, parce que la pandémie, veut pas, ça nous a obligés à réajuster. Puis, avec tous les enjeux que ça a apporté, on n'a pas nécessairement eu toutes les ressources humaines pour pouvoir mettre ça davantage de l'avant. Cette année, ça fait partie vraiment de nos actions. Actuellement, les gens, comment ils peuvent nous aider? C'est pas uniquement financièrement. Hein? Vous comprendrez que l'organisation a besoin de bénévoles, que ce soit sur son conseil d'administration, sur des gens qui voudraient venir donner un coup de main sporadiquement quand il y a des choses qui sont à faire dans l'organisation, soit pour le bâtiment, soit pour l'entretien du terrain, soit pour justement nous aider avec des campagnes de lettres puis de demandes de dons. Donc, les gens qui ont des habiletés puis qui ont à cœur la cause peuvent nous contacter puis apporter leur contribution humaine. Ouais. Puis au niveau financier, bien sur notre site Internet, les gens peuvent faire un don directement, mais on va avoir des activités dans la prochaine année qu'on va s'assurer de faire connaître. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui sont passés chez vous, qui ont été capables de se relever, des proches aussi qui ont bénéficié de vos programmes et qui sont là aussi pour témoigner de l'apport positif que vous avez eu dans leur vie et que vous avez toujours dans leur vie. Alors ça, c'est un grand merci au nom de ceux-ci. Puis là, vous cherchez aussi des intervenants. Là. Ça, c'est important. Là, quand vous voulez faire des projets, mais si vous n'avez pas d'intervenants, vous êtes un peu limité, vous avez les mains liées. Là. Bien, l'enjeu actuellement, c'est que dans le domaine de l'intervention, tous les organismes, puis même le réseau de la santé, on se partage le même bassin d'intervenants. Et un des enjeux, c'était le fait que l'organisme a dû faire des choix financiers. Bien, à un moment donné, il faut qu'on demeure quand même compétitif par rapport à ce qui se fait sur le marché pour les salaires et les conditions de travail. Donc, c'est sûr que ça vient mettre une pression supplémentaire pour assurer la pérennité. Et là, l'autre enjeu qu'on y trouve, c'est que ça nous prend des intervenants qui ont des qualifications en intervention et qui sont prêts à travailler avec le cœur parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Fait que des emplois de jour de 8 à 4, là, à un moment donné, on a besoin de gens de soir, de fin de semaine. On a besoin des gens qui vont être engagés puis qui ont à cœur le bien-être de la clientèle puis qui ont le goût de contribuer, dans le fond, avec une co-création pour la pérennité de l'organisation. Parce qu'il y a de la place pour nos intervenants. C'est quand même un avantage que le réseau de la santé offre peut-être un peu moins. Pour nous, les gens peuvent davantage s'impliquer dans l'offre de services. Ils sentent peut-être que leur rôle a une incidence, il y a une valorisation à travers leur travail, peut-être davantage qu'à certains autres postes ou à autres endroits dans leur domaine, dans ce domaine-là. C'est à retenir. Merci beaucoup d'être passé. Tous les liens sont immédiatement au bas de l'écran de Déclic Action. Alors, merci, puis bonne chance pour la continuité. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Merci d'être passé. Merci. Cette question, est-ce que vous connaissez le collectif Éco-Récolte? Vous aurez cette réponse immédiatement avec un des membres du CA de cet organisme ici sur le territoire lavallois, M. Réal Piédalu, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, justement, ce projet collectif, cette OBNL qui est né, le collectif Éco-Récolte, comment c'est venu cette idée de mobilisation citoyenne? Bien, on a fait un souper d'amis et puis on s'est dit que ce serait super intéressant de se voir plus souvent alentour de cuisine ensemble. Donc, on a pensé faire une cuisine collective, mais aussi, on s'est dit que ce serait utile de jardiner pour amener notre propre produit sur nos tables. Puis, on a eu cette envie-là. Puis, on a créé, c'est ça, le collectif avec un premier potager.
il y a 2 ans. Puis ça a commencé plus modestement, mais là, l'automne dernier, vous avez inauguré ça en grande pompe. C'est devenu beaucoup plus ambitieux et le résultat est assez incroyable. Partagez-nous un petit peu comment ça s'est passé, le fil des événements là, des 2 dernières années là, pour arriver à la conclusion de ce merveilleux aboutissement l'automne dernier. Oui, bien, on a eu un premier potager qui a été récupéré d'une école qui l'avait abandonné. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé là-dedans, il y a eu un gros travail de défrichage. Mais ensuite de ça, on a installé des bacs de plastique, là, quelques bacs de plastique la première année, où est-ce que là, on vivait la pandémie pendant ce temps-là, donc on était dans l'incertitude un peu. Mais au sortir de la pandémie, bien, ça allait intéresser beaucoup de monde d'être à l'extérieur, puis tout ça. Fait que, donc, on a accueilli les gens au potager, puis là, on a doublé la superficie. Maintenant, on a, je pense, 200 mètres carrés environ. Et on compte l'agrandir encore bientôt. Moi, j'ai 288 mètres carrés, là, donc bon. je pense pas me tromper trop. En tout cas, à quelques mètres carrés près. Là. Et cette année, donc, poursuite du développement de ce potager-là, est-ce que vous vous sentez même de nouveaux membres? Parce qu'on peut devenir membre aussi donc, de votre organisme collectif Éco-Récolte. Est-ce que vous sentez là, une envie massive de se joindre à vous puis de pouvoir aussi être plus ambitieux? Là? Oui, bien, on a eu le jour de la Terre, où est-ce qu'on a eu 30 invités qui ont fait un atelier de greffage d'arbres fruitiers, parce qu'on a aussi un espace permaculture dans notre potager, en fait 2 espaces, où est-ce qu'on laisse la nature plus en friche, parce que dans le fond, ce qu'on veut, nous, c'est ramener un peu la nature en ville. Donc, oui, il y a le volet potager, mais il y a aussi le volet forêt nourricière qu'on met de l'avant, entretien de jardins publics, des choses comme ça qu'on met de l'avant. Et quand vous dites entretien de jardin public, c'est une sorte de quoi de partenariat, je crois, avec, par exemple, le Centre de la nature. Il vous donne un espace dont vous pouvez vous occuper vous-même, là, c'est ça? Oui, ils ont 3 beaux jardins thématiques, donc des pollinisateurs, potagers de légumiers, et puis aussi on a les fines herbes et toutes les plantes médicinales sur un autre endroit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites la Grainothèque, et ça, c'est un succès assez massif. C'est aussi assez fou, hein, je pense? Oui, on a fait le don de 1000 enveloppes de semences de variées, de plus d'une centaine de légumes et fruits à travers tout Laval. Dans le fond, c'est à la bibliothèque Sylvain Garneau, encore disponible pour tout au long de l'année. Et puis, c'est ça, les gens vont faire un emprunt. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se démarrent leur potager avec ces semis-là et ils en gardent quelques-uns pour ensuite, à la fin de la saison, récolter les semences et les retourner à la bibliothèque. On s'occupe de l'ensachage et tout, puis on leur redistribue. Donc, c'est l'économie circulaire, si on veut, la gratuité circulaire. À moindre échelle, mais ça semble être déjà fonctionné après peu de temps. Puis, comme vous dites, on donne et on redonne en quelque sorte. Puis, c'est dans seulement cette bibliothèque-là ou il y en a d'autres? J'ai entendu parler là, que d'autres bibliothèques en voulaient, donc on se prépare à une offre de service là, qu'on va proposer. Mais encore là, on y va étape par étape. On est un organisme citoyen, nous, donc notre visée là, c'est d'éventuellement avoir un coordonnateur ou une coordonnatrice qui va pouvoir nous aider avec tout ça. Développement. Oui, un développement. Parce que là, pour l'instant, c'est des gens comme vous qui êtes bénévoles, qui avaient à cœur l'environnement. Oui, l'alimentation locale. Aussi, tout simplement, briser l'isolement, c'est quelque chose qu'on voit qui se fait dans nos collectivités, dans notre collectif Éco-Récolte. Dans les quartiers? Parce qu'il y a, comme vous dites, il y a une façon aussi d'aller socialiser. Exactement. Il y a une rencontre qui se fait avec les gens aussi. Oui, nous, on fait la force plus que jamais. Là, on a besoin de voir nos semblables, je pense, de se retrouver. Puis à l'extérieur, il n'y a pas de stress, il y a la nature qui nous entoure. Puis dans le fond, on génère ensemble, ce qu'on dit, c'est qu'on génère ensemble l'abondance en cultivant l'amitié. Bien, c'est une belle façon de voir les choses. Puis si on veut peut-être cultiver, parce que là, l'organisme a pris racine, on veut cultiver, le faire grandir. On peut devenir membre comment?
C'est très simple. On a créé un site web. Vous pouvez vous rendre sur la page S'engager du site web. Vous allez avoir l'explication très simple. On demande un frais symbolique de 10 $. Ça nous aide à acheter du compost, des choses comme ça, des feuilles pour l'imprimante exacte ou autre chose comme ça. Oui. Puis du matériel pour vous aider là, à cultiver aussi durant les prochaines semaines, à préparer le terrain aussi, le jardin collectif, le potager. Et est-ce que, par exemple, on devient membre, est-ce qu'on a un espace qui est dédié à nous ou c'est de façon, parce qu'elle dit collective et on se sépare de façon égale les récoltes? C'est plutôt cette version-là qu'on a mis de l'avant au début. Là. Donc, ce qu'on préconise, nous, c'est le jardinage ou l'agriculture urbaine collective, où est-ce que c'est plus... Il y a plus d'interaction. Et puis aussi, ce qu'on aime aussi, ça donne lieu à des formations sur place. Donc, ça s'adresse à tout le monde qui sont membres. Puis c'est la plupart du temps gratuit. On en apprend beaucoup ensemble. Puis c'est ça, puis vous avez fait des ateliers là, récemment lors du week-end, justement, qui était, on peut le rappeler, le week-end jour de la Terre, là, donc qui était le vendredi 22 avril, mais il y avait eu des activités qui s'étaient déroulées, notamment le 24 avril, conférence. Donc, vous faites quand même tout au long de l'année, malgré la période morte que peut être l'hiver, là, ou le début du printemps, vous êtes actifs quand même là, tout au long de l'année. Là. Oui, bien, de façon... intense parce qu'on prépare les potagers de la saison. C'est beaucoup de planification quand même. Puis c'est ça qu'on fait l'hiver. Ouais. On invite les gens, les liens sont déjà au bas de l'écran. On invite les gens à aller s'informer, à aller peut-être vous aider. Il y a peut-être des gens qui, un premier été, peuvent aller vous aider, donner un petit peu de temps à préparer le potager. Puis là, peut-être s'initier, puis l'an prochain, pourront peut-être plus activement être avec vous. Ben oui. C'est aussi une autre belle façon de voir les choses et aussi d'avoir un contact avec la nature comme vous le faites dans votre promotion. C'est nécessaire. Puis merci d'être là, justement, d'être passé dans nos studios. Alors, M. Réal Pédalu, je rappelle, qui est un des membres du CA de cet organisme à découvrir. C'est du collectif Éco-Récolte. Content de l'accueillir, surtout qu'on sort un peu de notre zone de confort aujourd'hui, autant pour moi que peut-être pour elle aussi. Pour les caméramans dans le studio aussi, je pense. Oui, exactement. Salut, ma chère Sarah Maud. Salut, Alex, un plaisir de te voir. Moi aussi, toujours, je rappelle bien sûr, on est amis, puis bien sûr, tu es aussi ambassadrice pour Nikon Canada et également photojournaliste depuis plusieurs années, plus d'une décennie maintenant. Oui, maintenant, oui. Je ne veux pas te vieillir, mais non, mais ça démontre quand même, si tu demeures active, c'est que justement, tu as un regard et tu as aussi une grande renommée dans ton domaine et beaucoup d'expérience. Et justement, on a voulu faire quelque chose de différent. Ta proposition aujourd'hui, c'est de me sortir un peu de ma zone de confort. On va faire une séance photo improvisée. Absolument. Étant donné que ça fait plusieurs mois qu'on en parle de ma façon de shooter, de faire plein de choses, de ma conception de la photographie, je me suis dit que ce serait une bonne idée de le montrer à quoi ça ressemble en très, très, très peu de temps. Donc, le plus rapidement possible, ce qui peut ressembler à mon quotidien, en fait. Ouais. Peut-être là, pour démarrer un photoshoot, une séance photo, c'est quoi les éléments pour toi? C'est important de vérifier ton appareil, j'imagine, avant toute chose? Ben oui, c'est sûr que, tu sais, par exemple, ici, là, je pense que déjà, je vais changer d'objectif parce que c'est pas le 24-70 ne correspond pas pour moi à un bon sens pour faire un portrait. Je pense qu'on va se concentrer sur un portrait pour toi aujourd'hui. Donc, je vais changer mon objectif de Nikon. Je vais probablement passer à une 85 mm 1.8. Et après ça, c'est sûr que c'est important, tu sais, la batterie, la carte mémoire, de s'assurer aussi que la lumière soit correcte, mais bonne, idéalement. Puis dans le savoir, c'est... Puis surtout de savoir faire aussi... des tests avant toute chose, c'est de savoir si tu mets un flash ou pas, ou... Bien, ça, généralement, avec l'expérience, tu finis par le savoir assez vite, mais tu peux quand même faire des petits tests, là. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne exposition aussi, donc de bien calibrer sa caméra pour que la lumière sorte bien. Bien, génial. On y va tout de suite. Je ne sais pas dans quoi je m'en lance, mais en tout cas, j'ai très, très hâte. Donc, séance photo improvisée aujourd'hui dans cette chronique. On y va tout de suite. Donc là, Sarah, on commence le photoshoot, la séance photo. Je t'avoue que là, d'être un sujet, moi, j'ai déjà été avec toi. Par contre, je suis rassurée là-dessus. Oui, puis là, c'est pas la même chose parce qu'on a les caméras avec nous, donc c'est pas comme si on était juste tous les deux. Mais là, ce que je te propose de faire, c'est déjà respirer. OK. Ferme les yeux. Respire. Toi puis moi, on va oublier les caméras, OK? Là, on est juste nous deux. OK. T'es prêt? Je suis prêt. D'accord. Est-ce que tu préfères avec tes lunettes ou sans tes lunettes? Je pense que je vais y aller sans mes lunettes. Oui? Je suis habitué. La plupart des photoshoots, je les fais sans mes lunettes. Fait qu'on peut les mettre sur la table. Là. Je sais pas, on dirait que je me sens plus à l'aise comme ça.
OK. Là, on t'a placé un petit peu dans un endroit où il y a une lumière. On travaille avec la lumière du studio. Donc, ça va être comme ça. Tu peux mettre tes mains dans tes poches. Comme ça, bien relax. Oh oui. Cosy. Oui, c'est le fun. On va se dérouiller un peu tous les deux. Ouais, ça fait pour longtemps. commencer D'ailleurs, ça. on est dû. Oui, hein? Oui. Puis là, tu vois... Ah, je te sens nerveux. Es-tu nerveux? Un petit peu, une petite affaire, je pense. Ouais. Alors, tu vas me décoincer. T'es habitué de nous mettre à l'aise, toi. Oh, oui, ben c'est ça. C'est bon ici pour la pression. Non, mais c'est vrai. OK. Je veux dire, J'aimerais ça que tu tournes sur toi-même. de ce côté-là, comme ça? Non. Fais un 360. OK, 360. Ouais, tourne encore. C'est bon, tourne. Tourne Je vais encore. avoir le Tourne plus vite. vertige, peut-être. Tourne plus vite. Plus vite. Oui, tourne encore plus vite. OK. Ouais, c'est bon, regarde-moi quand tu tournes. OK, ouais, c'est bon. OK, stop. Ouais, là, j'ai l'étourdissement. C'est bon, c'est parfait. Tu peux peut-être replacer un petit peu tes cheveux. Oui, OK. Yes. OK. Voilà, ouais. Tire-moi la langue. Voilà. Saute sur toi-même. Ouais, c'est bon. Yes. Ouais. Parfait. C'est bon. OK, tu veux-tu que je continue? Non, j'aimerais ça que tu me dises à quoi tu penses. À une belle femme. Ah! Oh! Non, Ouais. il l'avait, là, hein? Ouais, elle est très belle. Ah ouais? Ouais. Je pourrais même la saluer. On la salue dessus, on est en plein les caméras. Tiens, Cynthia, salutations à elle. Oh! Salut, Cynthia! Ah, salut. Oh! Beaucoup de bonheur pour Cynthia ici. Oui, vraiment, beaucoup. Beaucoup d'inspiration dans ma tête présentement. Beaucoup de pensées diverses, mais ça, c'est notre affaire. On n'ira pas là quand même avec les caméras ouvertes. Moi, je vais encore avoir un regard cochon. C'était-tu cochon? C'était pas assez cochon? Non, OK. Non, il y avait juste beaucoup de... Ah, non. C'est bon. On n'en mettra pas trop quand même. Là, je me suis rappelé qu'on avait des caméras qui nous filmaient présentement. Alex? Oui? Alex. OK. Mais c'est peut-être parce que justement, il y a des gens qui nous regardent Je présentement. sais. Mais t'es oublié. On est juste entre nous deux, là. Ouais. T'es focus. Tiens, voilà. C'est bon. T'as souvent des gens qui. Une petite graine dans les dents. Ah oui, OK. Ouais. Souvent des gens qui sont, tu sais, qui même avec sans caméra, là, qui sont très stressés devant toi comme ça, tu dois en avoir souvent, régulièrement. Oui, ça arrive. Puis souvent, ça prend un peu plus que 2-3 minutes. Oui, parce que là, on est limité dans le temps aussi, on Absolument, se comprend. Fait que, il y a aussi cette contrainte-là. Là. Oui, mais il faut... Ouais. Tu sais, t'es quelqu'un de déterminé, Alex. T'aimes ça, là. T'aimes Exact. ce que tu fais. Ça, c'est sûr. Baisse le menton un peu. OK. Pas trop entre les deux. OK. Ouais. Pense à quelque chose d'autre. OK. OK. Je pense qu'on en a quelques-unes de Tu pas fais mal. quelques-unes de pas Ouais. pire? J'en ai des authentiques quand tu sautes parce que tu contrôles plus tes mouvements. Non. Puis j'en ai d'autres où tu penses à certaines choses, quand- on va le savoir dans les yeux. Puis on va pouvoir, je pense que si on a un peu de temps, on va pouvoir regarder genre, à l'écran ce que ça donne dans l'ordinateur, faire l'editing, puis ensuite de ça passer. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Là. Un coup, tu accueilles la personne dans ton studio, tu jases avec elle de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, le type de photo qu'elle veut aussi. Oui, c'est ça. Là, on y allait vraiment pour juste montrer rapidement à quoi ça ressemblerait si on shootait. Mais là, c'est vraiment, tu sais, on n'approfondit pas beaucoup, mais ça donne une idée un peu des trucs que j'utilise. Puis donc, pour essayer d'avoir une photo de toi, mais là, étant donné qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, Ouais. on va juste passer après ça à aller Effectivement. chercher la photo qui te correspond le plus dans tout ce qu'on a pris en photo. Puis il faut comprendre aussi que toi, tu as ta propre touche aussi, là, à toi qui t'es là, Oui. sur le traitement des photos. C'est Oui. un art, ça aussi. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, la façon dont on calibre nos photos, les photographes, ça, je te parle pas de la calibration de base, qui est juste les contrastes, les couleurs et tout ça. Je te parle à peu près, après ça, la petite touche qu'on utilise. C'est un peu comme quand tu es dans la chambre noire. Le temps le temps que tu prends avec la spatule ou des choses comme ça pour brûler les photos, pour les améliorer, pour faire sortir les blancs, là, c'est ta petite touche à toi qui ressort. T'sais. Mais là, ce qu'on va faire, on va juste commencer par la base, éditer. Donc, ça veut dire trier les photos, puis ensuite choisir la meilleure dans toutes celles qu'on a vues. Qu'on pour conserve, qu'on travaille. La travailler, puis ensuite la montrer en finale à quoi ça ressemble. On s'en va voir ça. Parfait. Là, Sarah, on vient de faire le photoshoot, la séance photo. Quelles sont les étapes après ça pour toi? Là? Donc là, j'ai déjà fait un premier editing, c'est-à-dire un premier tri. Donc ça veut dire que j'ai déjà éliminé beaucoup de photos. J'y suis allée avec, il m'en reste à peu près 12. Donc à partir de là, on va les regarder ensemble rapidement. Des photos qu'on a prises ensemble, puis on va essayer de sélectionner la meilleure photo. Exact. Puis toi, pour toi, quand tu les sélectionnes, tu le fais avec la personne. Tu le fais Non, avec... souvent, je le fais toute seule. Puis, en fait, ce que je fais, c'est que j'en envoie quelques-unes. Tu sais, par exemple, il y en aurait 12, je te les ai renvoyées 12, je t'aurais dit laquelle tu préfères. Puis toi, c'est sûr, l'expression faciale, le sourire, le regard, Ouais. c'est des choses qui Comme tu vois, t'aident. Là. par exemple, celle-là,
Elle s'appelle comment déjà? Cynthia. Cynthia. Ouais. Et ça fait très rire les gens sur le plateau. C'est parce que je les avais tenus dans... Tu vois, celle-là, je l'aime bien. Oui, aussi. Je vais la mettre en 2. J'adore celle-là, moi, la 2. Celle-là? Oui, je l'adore, celle-là. OK, on va y aller avec ça. Puis celle-là, je l'aime bien aussi. Ouais. Celle-là. C'est celle-là que j'aime bien. Celle-là, ouais, aussi, je l'aime bien. Donc, on a fait le tour des 12 photos. Donc, on réduit. Il en reste 3. Maintenant, à toi de me dire... Colin, c'est un choix difficile. C'est un choix très difficile. C'est sûr que je trouve que dans tous les cas, il y a quelque chose... il y a une énergie dans mon visage qui Je pense que celle-là, on peut l'éliminer. Oui, ça oui, effectivement. OK. Donc, il resterait ces deux-là. Donc, si on doit choisir entre ces deux-là, en passant, j'utilise le photomécanique, qui est un logiciel pour les photographes de presse. J'utilise ça depuis que j'ai commencé en photographie. Ça permet beaucoup de rapidité au niveau du traitement puis d'édition. OK. Donc, après tu veux mon avis? Oui, vas-y donc, parce que pour vrai, j'ai de la difficulté moi, je prendrais celle de droite. Donc, je prendrais celle-là. Je vais l'ouvrir. Elle est moins classique, je trouve. L'expression est claire, à mon sens. Excuse-moi, je te coupe beaucoup. Là. Ben, c'est correct, vas-y. Donc, là, au niveau de la lumière, c'est pas nécessairement... Pour toi, c'est comment, justement, la question de les étapes? Il y a un peu de magenta qui me dérange. Tu vois, là, je viens de corriger le white balance. Je vais enlever un peu le magenta. Je vais éclaircir un peu. Quand tu parles de white balance, c'est... la balance des blancs, oui, excuse-moi, je suis concentrée. Ben oui, ben, dans ton phrasé aussi, dans ton... Non, c'est ça. Fait que là, tu vois, je peux t'éclaircir légèrement avec les oranges, mais tu sais, c'est vraiment... Fait que tu peux me refaire le portrait, c'est le cas de le dire. Là. Ben, disons que j'améliore un petit peu. Là. C'est vraiment des retouches de très, très, très de base. Là. Tu vois, la seule affaire que je vais peut-être faire, c'est éclaircir tes yeux parce que la lumière, elle se prêtait pas à éclairer ton regard comme je voulais. Fait que j'y vais vraiment très vite. Je fais juste corriger un petit peu le regard. Puis... Tu vois, comme ça. Là, il me semble, là, je vais aller vraiment retoucher au niveau, là, c'est un petit peu trop fort ton corps. Comme les rougeurs, Les rougeurs, je vais plus le faire, ça serait plus sur Photoshop ou quelque chose comme ça. OK. Je pourrais le faire là. Tu sais, je pense que je peux là, en ce moment, j'utilise Camera Raw, parce que je travaille en RAW. Comme je disais, c'est la formule non retouché par JPEG. Là. Ouais, qui est comme un format dans le domaine de la photographie. Exact. Okay. Comme peut l'être, mettons, MP3 ou Wave dans le domaine musical, dans un fichier audio. Là. OK. Donc, tu vois, là, je le fais vraiment très vite. C'est pas vraiment appliqué, mais c'est juste pour te donner un bon exemple. Puis, tu vois, là, j'irai dans le noir et blanc aussi. Ça peut être intéressant. Oui, vraiment, j'adore. Le noir et blanc, c'est l'esthétisme... Bon, là, ça a changé mes trucs. Que j'adore. Ben, moi aussi, j'aime beaucoup. Fait que je pense qu'on va aller là. Je vais juste travailler un petit peu rapidement. Il nous reste environ 30 secondes, mais... Allez, et voilà. Wow. Mettons, par exemple. Hey. Là, j'ai éliminé pas mal d'affaires. C'est moi, ça. C'est moi, ça. C'est ton regard. Vraiment, merci de ton travail. Ça nous montre à quel point, quand on a la bonne personne et qu'on a quelqu'un de hyper professionnel, on voit ce que ça peut faire. Des miracles! Il faut me rendre beau bonhomme, en plus! Bon, ça n'a pas été trop difficile, là. Hey, ben merci. Merci de me dire ça. Je fais ça avec mon estime et mon ego, en plus, qui s'en trouve amélioré. Merci à toi, sincèrement, Sarah Maud. On se dit à très bientôt. Absolument. Nicolas Vincent Poirier qui est avec nous, avec encore les possibilités d'en apprendre davantage sur le monde du cinéma et surtout sur les sorties qui sont les plus, de son point de vue, importantes au cours de l'été à venir. Nicolas Vincent Poirier, mes hommages, bonjour. Salut Alex. Merci d'être là. Heureux de te retrouver. Beau bonhomme que tu es, tabarnane, que j'ai hâte de te revoir en studio. Toujours plaisir. Bientôt. Les éloges. Hey, commençons par l'univers Marvel qui, on a ça en commun, outre la passion du cinéma. On adore l'univers Marvel et ça commence, et on peut dire, la saison des blockbusters avec Doctor Strange au mois de mai prochain. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut dire par rapport à cette saison-ci des blockbusters, c'est que les films qu'on va avoir cette saison-ci, ça fait longtemps qu'on les attend. D'habitude, une fois de temps en temps, il y a un film qui est reporté d'une année pour toutes sortes de raisons. Mais cette fois-ci, là, Doctor Strange, le film était censé sortir l'année passée. Et c'est très rare pour un film Marvel d'être retardé d'une année. Bon, c'est à cause de la pandémie. Et ce film-ci, Doctor Strange dans le multivers de la folie, pourquoi est-ce que, en tout cas, moi, je l'attends avec impatience? Parce que ça va changer l'univers Marvel. À mon avis, autant que, on se rappelle en 2012, quand Avengers a tout rassemblé les super-héros de plusieurs franchises différentes
dans un film pour créer un univers cinématographique, eh bien, je pense que l'importance de Doctor Strange va l'être à peu près autant. Parce que là, autant avec le dernier Spider-Man, bon, je ne donnerai pas de spoiler, mais on sait les choses spéciales qui se sont passées. Dans celui-ci, écoute, il y a toutes sortes de rumeurs, là. Tom Cruise qui va interpréter un Iron Man, parce que c'est plusieurs univers différents qui vont se croiser là-dedans. Est-ce qu'on pourrait revoir justement un Spider-Man dans ce Doctor Strange-là? Ah, peut-être, mais ça m'étonnerait parce qu'on en a déjà assez parlé dans le dernier film, mais il y a des rumeurs comme quoi les Fantastic Four vont arriver, les X-Men vont arriver aussi, Wolverine, semblerait-il que on va savoir c'est qui le prochain Wolverine et il va apparaître. Donc, toutes sortes de rumeurs comme ça, là. En tout cas, moi, j'ai super hâte de voir ce film-là et surtout, c'est réalisé par Sam Raimi, le maître des films d'horreur, mais aussi c'est lui qui a réalisé le premier Spider-Man en 2002. Exactement, je me souviens très bien avec Tobey Maguire aussi à l'époque qui incarnait ce super-héros-là. Et là, dis-moi, pour ce qui est des autres films qui seront lancés, entre autres au mois de mai, je sais que c'est pas nécessairement ton préféré, celui qui va être lancé justement avec Top Gun et puis... Le 27 mai. Oui, oui, puis moi j'ai très hâte. Top Gun Maverick, là, faut mettre dans les faits, c'est plusieurs décennies plus tard qu'il est lancé, mais aussi dans le film en tant que tel, c'est un Maverick qui est âgé et qui, dans le fond, on retrouve le fils de son meilleur ami Goose qui, on le sait, est décédé voilà, dans le premier film. Là. Donc, c'est un peu la suite, un peu même sur la trame narrative là, également, là, dans l'espace-temps dans ce film-là. Oui, tout à fait. Et ce qui est particulier avec Top Gun, okay? Je parle autant du premier en 86 que celui-ci. Okay? Bon, celui-ci, il a un budget de 152 millions de dollars, mais pour tous ceux qui aiment Top Gun, ce film-là va avoir un look de plutôt 600 millions de dollars. Pourquoi je dis ça? Parce que Top Gun, le premier, ça a été un des premiers films, en tout cas depuis comme la guerre du Vietnam, où l'armée américaine s'est jointe à un studio hollywoodien pour faire un film. Oui, la promotion. Non, pour faire un film carrément. C'est ça. Pas juste la promotion, mais en même temps, les avions. C'est ça. Mais les avions, c'est vraiment des avions de l'armée. C'est ça, mais c'était quand même en quelque sorte la promotion de l'armée, le sentiment du patriotisme américain. Je veux dire, c'était ni plus ni moins que ça qu'on lançait en grande vitrine dans ce film-là, là, dans la première portion du film, dans la première de la franchise. Là. Ça, c'est de la belle propagande à 100 000 %. Parce que ce qu'il faut se dire, et j'embarque pas dans des théories de complot, là, mais pour qu'un film comme ça soit accepté et l'aide de l'armée américaine doit lire le scénario et apporter leur ajustement. Parce qu'il faut que l'armée soit perçue d'une bonne façon, évidemment. Et en échange, eh bien, ils ont accès à autant des soldats que des bases militaires, des avions. Et évidemment, dans ce cas-ci, Tom Cruise, lui, c'était catégorique. Là. Si le film allait se faire, il était en préparation depuis 2010, il n'était pas question d'utiliser du CGI pour un avion. C'était des vrais avions de chasse qui viennent avec. Ouais. Donc, on peut s'imaginer que ça va être... l'Amérique va être très bien perçue dans ce film-là. Oui, sans aucun doute. Puis surtout avec la... En tout cas, allons voir ce film-là juste pour justement... Déjà, avoir vu la bande-annonce, ça va être spectaculaire. Ça va être spectaculaire. Avec le son, l'image, on va se sentir vraiment dans le cockpit des différents pilotes de ces, évidemment, avions-là qui vont à la vitesse du son. Et là, dis-moi, il nous reste peu de temps, mais Jurassic Park, est-ce que c'est le dernier de la franchise qu'on aura en juin? Oh non, ça va jamais arrêter, Alex. Ça va jamais arrêter. Tant que l'argent est au rendez-vous, ça va toujours continuer. Mais ce qui est spécial avec celui-ci, tu vois, comme dans la mode, les films aussi, ils ont leur mode aussi. Et maintenant, on est dans ce qu'on appelle les legacy sequels. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est quand on veut faire un reboot, mais en même temps, on veut faire une suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est qu'on va... dans ce cas-ci, la première, cette trilogie-ci, il y a Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais aussi on retrouve les anciens personnages de la... Entre autres. C'est ça, Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern. Donc, eux reviennent
Et ça, c'est ce qu'on appelle un legacy sequel, quand on met des personnages de la, mettons... Première génération. Première génération, deuxième génération, ce qu'on ne voyait pas beaucoup avant, mais avec Star Wars, la dernière trilogie de Star Wars qui est arrivée, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Même avec Marvel. Ouais. Ben, Marvel, ils ne sont pas encore dans des reboots et des spin-offs. Ils sont vraiment, comme on peut dire, à leur tout début, comparé à Star Wars, qui a une quarantaine d'années. Tu vois, un legacy sequel, ils ont essayé de le faire avec le dernier Indiana Jones, quand Shia LaBeouf était censé prendre la place d'Indiana Jones. Bon, ça n'a pas vraiment marché, mais si ça aurait marché, ben ça aurait été un des premiers legacy sequels dans ce genre-là. Il faudra s'en reparler, mais il y aura le film Thor aussi, un autre volet qui sort en juillet. On a dévoilé la bande-annonce il y a quelques temps déjà. Ça promet pour cet été, vraiment, on a dans la première portion de l'été de gros films et on pourra s'en reparler si tu veux ensemble, Nicolas Vincent Poirier, lors peut-être de notre saison qui va d'ailleurs se poursuivre jusqu'en juin, mais on pourra parler de la deuxième portion de l'été, les films qui seront à surveiller. Parce qu'il y a encore de bons films, puis on n'a même pas effleuré Elvis, le film biographique qui sort le 24 juin et qui sera incarné pour Colonel Parker, son impresario qui avait une emprise totale sur Elvis là, par Tom Hanks. Ce n'est qu'un l'un des noms qui est rattaché à ce film-là, qui promet aussi et qui, pour moi, évidemment, va être un des films que je vais aller voir parce que c'est un film musical. Oui. Puis ça vient toujours me chercher avec Baz Luhrmann également comme réalisateur à qui on doit notamment Le Moulin Rouge aussi. Alors, ce sera intéressant. Je te dis merci d'ici là et bon cinéma. Merci, Alex. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous voulez acheminer vos questions et évidemment peut-être donner également des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission, c'est très simple, notamment les courroies de transmission suivantes, le tvrl.ca, notre page Facebook, autre lieu pour pouvoir s'exprimer. Je veux remercier les gens qui me font vibrer et aussi qui me font briller devant la caméra, soit Jacques, il y a Daniel et Daniel également sur le plateau pour travailler activement aux caméras, Alain à la réalisation et Manon aussi à la recherche. Je vous invite aussi tous les dimanches à 9h30 à être participatifs et nombreux aussi à notre bingo. Cette semaine, 4 000 $ à gagner, dont 3 000 $ la carte pleine. Voilà, je vous dis à très bientôt et bien sûr, je vous remercie d'avoir été là.